Bonsoir à tous, merci pour cette introduction. Donc je vais vous parler, voilà, comme Catherine l'a évoqué, du self-data, prendre un parti un peu différent de la présentation qui a été faite par la Banque Populaire, où je pense que si j'avais fait un focus sur les cas d'usage qu'on est en train d'explorer dans l'assurance, on aurait eu pas mal de redites. Donc bien, je vais essayer de porter un peu le message que la Maïf essaie de faire passer sur les données personnelles. Vous savez, la Maïf est une organisation qui est une mutuelle d'assurance, qui est une organisation qui est avant tout bâtie sur ses valeurs, les valeurs mutualistes, et notamment son actif principal est considéré comme c'est la confiance qui lui permet d'avoir cette relation privilégiée avec ses sociétaires. Et l'idée de la Maïf dans sa transformation digitale, c'est d'arriver à transposer cet actif confiance dans le numérique, d'où ces positionnements que vous avez pu déjà voir autour de l'économie collaborative, dans laquelle la mutuelle est très active, mais qu'on essaie de porter maintenant dans l'univers de la data et de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous parler aujourd'hui principalement de data et d'éthique, avec en toile de fond de ma présentation le questionnement, est-ce qu'on peut arriver demain à concilier une IA qui soit puissante et donc plus ou moins omnisciente avec le respect de la vie privée des individus. D'où cette tagline un petit peu provocatrice vers un Big Brother respectueux et bienveillant. Parce que nous vivons une époque un peu curieuse, celle de l'âge des monstres du digital. Puisque dans les fondamentaux de l'économie numérique fait que les effets de réseau et les économies d'échelle jouent à plein et qu'on arrive à des situations qui deviennent très oligopolistiques. Voilà, Florian Richoux a dit qu'il n'en parlerait pas, moi je vous en parlais un petit peu, des GAFIM ou GAFA ou des BATX asiatiques, donc qui sont des entreprises qui ont des véritables monopoles, qui produisent et éditent des services qui sont incontournables pour la majorité des gens et qui, de par leur prééminence, posent un problème au niveau de l'IA, puisque ce sont les premières à être lancées dans cette course-là et les mieux placées, puisque ce sont elles qui détiennent, qui détiennent des jeux massifs de données qui sont liés à l'utilisation de leurs services. On peut penser à Google notamment, qui a réussi à mettre la main sur la porte d'entrée du web. Et donc, voilà, on peut imaginer l'avance qu'ils ont grâce à ces jeux de données. Et là où c'est d'autant plus pernicieux, c'est que cet avantage compétitif est fait pour être auto-entretenu, puisque le fait d'avoir autant de données leur permet d'entraîner des algorithmes qui leur permettent de proposer des meilleurs services qui vont être adoptés le plus massivement, ce qui va leur permettre de récupérer encore plus de données. Ce qui pose des problèmes à plusieurs niveaux. Il y a effectivement les aspects de souveraineté technologique au niveau des États, au niveau de l'Union européenne, où on est effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, en retard dans une course vers l'IA. Ça pose des problèmes à un niveau des entreprises, au niveau de leur stratégie d'entreprise. Surtout demain, si Google décide de faire de l'assurance, ils ont développé une intimité numérique déjà avec nos sociétaires. Ils ont les moyens de nous désintermédier en quelque sorte. Et enfin, à un niveau individuel, ça pose le problème du respect de ma vie privée, mais aussi de ma captivité envers certains services. Donc on est loin, on l'a vu, le web c'est vachement centralisé par rapport à une approche d'origine qui voulait en faire un espace de liberté. Donc on est un peu loin de ça, et si on extrapole un petit peu cette situation-là, ça peut poser des problèmes. Qui va refuser demain l'UX du futur? Pour ceux pour qui c'est pas forcément clair, on en a déjà un peu parlé, UX, expérience utilisateur, c'est la différence qu'il y a entre prendre un taxi ou utiliser Uber. Uber a enlevé tous les points de friction qu'il peut y avoir, et au final on est face à deux services de mobilité qui vous amènent d'un point A et d'un point B. Le delta, c'est l'expérience. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui d'expérience conversationnelle, et des chatbots, tout le monde a son chatbot, c'est vraiment la mode du chatbot, et qui fait déjà beaucoup appel à l'intelligence artificielle, mais ce que les futurologues prédisent déjà demain, c'est une UX qui soit ambiante, contextuelle, par anticipation, c'est-à-dire qu'on n'a même plus à exprimer un besoin, on n'a même plus à rentrer dans une conversation pour que la nébuleuse de services qui gravitent autour de moi m'apporte des solutions. Donc on est face à une automatisation de l'économie qui est de plus en plus poussée et à une intégration d'un ensemble de services qui, nécessairement, en savent de plus en plus sur moi. Et
voilà, cette slide porte un message un petit peu contradictoire, puisqu'on voit une expérience assez incroyable et dont il faut avoir peur au final, puisque le problème de cette situation, c'est que Big Brother, il est à votre service. Et si Big Brother est à votre service, vous êtes prêt, ce qu'on appelle le privacy paradox, à lui donner toutes vos données. C'est-à-dire que les gens, voilà, on continue d'utiliser Gmail, même si Google mine mes emails pour me faire de la publicité ciblée. Tant qu'une organisation me propose un service qui m'apporte suffisamment de valeur ajoutée, je suis prêt à me déposséder de mes données et dans une certaine mesure de ma vie privée. Et donc la question c'est, demain, si je veux avoir le parfait assistant personnel virtuel, je vais devoir lui donner accès à tout. Il va devoir être omniscient pour pouvoir m'apporter tous ces services. Et est-ce que j'ai envie que ce soit Google qui édite si j'ai le choix entre Google et Facebook pour avoir mes deux assistants personnels, comment est-ce que je fais donc je suis dans une situation problématique et on ne peut pas imaginer demain ne pas exploiter au maximum tout le potentiel de création de valeur de l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui éviter cette situation et notamment créer des écosystèmes de données pour combattre ces oligopoles et combattre une vision qui devient au final très propriétaire de la donnée et de l'intelligence artificielle. C'est possible, mais on a un problème qui est celui de la confiance. C'est une confiance qui, à l'âge du digital, a été rompue. Voilà, toutes les études disent qu'il y a vraiment cette perte de confiance entre les individus et les entreprises, surtout sur le numérique, surtout sur la question de la donnée personnelle. Et une défiance voilà, qui est générée par, notamment avec le numérique, le fait d'avoir beaucoup d'opacité sur ce qui est fait de ma donnée personnelle, et avec une vraie asymétrie technologique, un ascendant technologique des entreprises qui savent exactement ce qu'elles font avec les données et qui connaissent tous les outils technologiques autour, et des individus qui, au final, se retrouvent avec simplement la nue propriété d'une donnée dont ils n'ont pas ni la culture ni les moyens pour aller l'exploiter et la valoriser eux-mêmes, ou même ont contrôlé les usages qui en est fait. Et il y a donc vraiment un point de crispation majeur sur ce sujet-là. Et on a eu on l'a évoqué, le règlement européen sur la protection des données, et en quelque sorte un retour de bâton réglementaire qui, comme tous les retours de bâton réglementaires, tape très très fort par rapport à des situations qui sont sous-réglementées au départ, et tape peut-être trop fort. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en plus de cette situation de défiance, on a cette problématique que la donnée devient un actif toxique pour les entreprises. C'est-à-dire on en a besoin pour faire tourner le moteur, mais derrière, la réglementation, toutes les contraintes qui pèsent autour peuvent devenir extrêmement dangereuses. On a évoqué les risques notamment sur la marge des entreprises avec la réglementation européenne. Donc encore une fois, ça pose la question de comment dépasser cette confiance brisée, comment recréer à nouveau de la confiance dans les relations digitales. Et c'est là que vient c'est ce concept du self-data. Le self-data qui est une idée qui a été formalisée il y a 5 ans maintenant par la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est un think tank qui est très attentif à toutes les problématiques éthiques du numérique, dans une vision toujours capacitante de d'empowerment de l'individu. Et le self-data, concrètement, vise à la production, l'exploitation et le partage des données personnelles par les individus sous leur contrôle et à leur propre fin. Et l'idée, c'est donc d'arriver à recréer de la confiance et de la transparence via la portabilité de la donnée. La donnée que les entreprises ont sur moi, elles sont en mesure de me la restituer pour que je puisse en faire ce que je veux. Et après, comment faire ça ? Il y a de nouveaux outils qui émergent, qu'on appelle un certain type de cloud personnel, qu'on appelle aussi PIMS, pour les Personal Information Management System. C'est globalement mon système d'information personnelle qui me permet de récupérer sur une architecture qui est à ma main, que ce soit chez Gandhi, OVH, ou sur un serveur qui tourne sur ma box chez moi, et qui, grâce à des connecteurs, me permet de récupérer des données personnelles que je capte moi-même dans ma vie tous les jours, typiquement les données que je peux récupérer grâce à une montre connectée, mais également toutes mes données personnelles que détiennent sur moi les organisations, notamment les données de service. Typiquement, ça peut être mon historique d'écoute sur Spotify. Comment dire ? Et la donnée personnelle, il faut vraiment... On parlait tout à l'heure de... des problèmes ? D'accord. On parlait tout à l'heure sur la donnée personnelle,
simplement dans une optique ce que vous pouvez mettre sur Google et sur Facebook, mais le champ est en réalité bien plus large. Et demain, toutes vos données personnelles sont ce que vous laissez derrière vous dans votre vie de tous les jours. Et comme le numérique prend de plus en plus de place, ce que vous faites dans votre vie de tous les jours laisse de plus en plus de petites miettes numériques derrière vous. Et au final, c'est extrêmement voilà, puissant de pouvoir se réapproprier tous ces éléments qui sont au final des éléments d'identité, puisque voilà, l'identité n'est composée que des attributs d'identité qui sont des informations sur moi-même. Et en commençant à récupérer des données, je peux avoir accès à des petits services. Typiquement, on a développé à la Maïf une petite application qui permet de croiser mes données bancaires, que je récupère grâce à mon agrégateur, avec mes données de mutuelle et d'assurance santé, pour avoir un petit service de remboursement, de suivi de mes remboursements de santé. Donc là, on est sur un cas d'usage simple, mais qui permet de voir quelle est la valeur que je peux créer moi en tant qu'individu en commençant à récupérer et à croiser des champs de données. Bon, il y a un aspect un petit peu militant, un petit peu Robin des Bois, on va aller chercher la donnée dans le coffre des entreprises pour la rendre aux individus, mais cette idée porte vraiment en germe un changement de paradigme assez majeur, tel que fut le passage du mainframe computer au personal computer. C'est-à-dire que demain, c'est l'idée que plutôt que d'exporter mes données vers des serveurs en Californie ou ailleurs pour que derrière des algorithmes les traitent et me renvoient des services, c'est moi qui ai le serveur et c'est où j'ai toute ma donnée et j'importe les algorithmes qui viennent me rendre les services. Et ça permet évidemment de libérer énormément de valeur. C'est-à-dire qu'au-delà de juste me réapproprier mes données, j'arrive à recréer ou à créer un graphe personnel qui est extrêmement puissant. Un graphe, donc un ensemble d'informations qui sont relatives à ma personne. Et au final, en tant qu'individu, je suis la seule entité légitime à récupérer mes données à 360 degrés. C'est-à-dire que nos GAFA, ils sont toujours dans leur silo, dans leur vision de moi. Mais moi, j'arrive à leur vision partiale. Moi, j'arrive à recréer une vision complète et donc avoir un graphe qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus profond, beaucoup plus élargi, que je peux notamment, et c'est là tout l'intérêt, comme je vous l'ai dit, j'importe l'algorithme que je peux faire exploiter en local par des entreprises. À des fins marketing, typiquement, je peux autoriser l'entreprise à s'abonner à des flux de mon cloud pour leur permettre de me faire de la publicité, mais extrêmement ciblée. Encore une fois, on parlait de la problème de conversion, voilà, 2% de conversion. Au final, c'est pourquoi une des raisons, c'est que c'est jamais assez pertinent. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ciblage, mais enfin, c'est toujours quand même beaucoup à la grosse. On peut aussi imaginer d'avoir des offres sur mesure. Voilà, je fais un appel d'offres en quelque sorte depuis mon cloud où j'ai l'ensemble de mes données, où j'autorise un certain nombre d'entreprises à se connecter à des jeux de données que je mets à disposition et elles peuvent me renvoyer une offre vraiment tailorisée à mes besoins. Mais surtout derrière, on est là pour parler d'IA, en termes de data science, on peut imaginer de vrais systèmes de big data en pair à pair, d'avoir des data lakes complètement distribués, où globalement, moi, contre monétisation, contre valorisation, à voir quels sont les systèmes de valorisation derrière, j'autorise des traitements à être faits sur mon graphe personnel chez moi, mais de façon anonyme. Donc je ne me dépossède pas de ma donnée. J'ai vu passer une tribune dans Le Monde récemment, on disait oui, il faut que les individus puissent être en mesure de vendre leurs données, mais c'est pas ça. Avant de les vendre, c'est déjà de les monétiser, de les valoriser, et si possible, sans perdre la main dessus. Et donc l'intérêt de Cell Data, c'est vraiment que c'est une approche qui permet d'éviter les écueils autour de l'utilisation de ma donnée personnelle au regard de ma vie privée, mais derrière qui amène une solution qui amène plus de puissance, puisque dans le Cell Data, on a accès à ces graphes personnels extrêmement complets. Alors, sur le sujet travaille la startup Cozy Cloud, dont la Maïf s'est rapprochée il y a 2 ans maintenant, dont j'ai repris une des slides pour ma présentation, ainsi que d'autres personnes, dont Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web au sein d'un projet du MIT qui s'appelle Solid. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de ce paradigme-là, et notamment un courant que je vous invite à regarder qui s'appelle My Data. Il y a une conférence annuelle à Helsinki avec, qui réunit la communauté de startups, de chercheurs qui réfléchissent à ces problématiques. Et ce qui se passe avec la réglementation européenne, c'est qu'elle vient ouvrir un vrai boulevard stratégique pour les entreprises, puisque la portabilité
devient obligatoire. Demain, n'importe qui doit pouvoir récupérer dans un format qui est accessible et idéalement via une API ces données personnelles. Et ça va venir créer une véritable économie de la donnée personnelle. Et on arrive à nouveau à cette idée de faire naître des écosystèmes qui nous permettent de contourner la position dominante des oligopoles, des monstres géants du numérique. Et puisque dans cette économie, on va pouvoir voir émerger un certain nombre de nouveaux business models. On a parlé des PIMS, qui sont en soi un type de business model, mais on peut demain imaginer qu'il peut y avoir des routeurs de données qui vont aider à avoir une libre circulation des données pour que derrière elles puissent être exploitées au maximum. Des systèmes autour d'identité numérique, puisque le KYC est une problématique majeure, notamment je pense à la banque. Et on peut demain imaginer que dans mon cloud personnel, dans mon PIMS, j'ai de l'information qui soit certifié, notamment par des tiers, où notamment je peux amener, avec une force de preuve suffisante, des éléments qui sont été signés. Alors on peut imaginer, on parlait de convergence avec la blockchain tout à l'heure. On est effectivement sur des systèmes qui sont complètement distribués et qui permettent de créer énormément de valeur. Donc ça nous permet d'imaginer vraiment un monde où la donnée n'est plus propriétaire des géants, la ressource reste à la main de son vrai propriétaire qui est l'individu, tout en pouvant être exploitée par de multiples acteurs. Et ce qui rend également possible, on parle beaucoup dans la révolution numérique de la démarche de plateforme, et donc de pouvoir faire en sorte que l'ensemble, les propositions de valeur de l'ensemble des acteurs économiques puissent s'imbriquer et puissent créer des chaînes de valeur qui s'adaptent, toujours dans une logique de plus de personnalisation aux besoins des individus. Et ça, c'est possible en sortant le moteur d'identité de l'ensemble de ces services de ces services. Et ça, pour réatterrir un petit peu sur nous, ce qui nous intéresse à la Maïf, typiquement, on peut imaginer demain, en termes de marketing, pouvoir, si l'individu détient un PIMS et qu'on a notre application qui existe dans ce PIMS, pouvoir identifier que l'individu est en train de préparer un voyage au ski, un week-end au ski dans 2 mois. On peut comparer son activité par rapport à sa couverture d'assurance et, si nécessaire, lui pousser une assurance de poche, une assurance de personne pour ces 2 jours, pour toute sa famille au ski. Et on l'aura fait sans qu'il nous ait vraiment rien demandé, mais en étant dans une logique de l'assureur partenaire de vie, où on peut délivrer, encore une fois, une expérience qui devient anticipative des besoins. Ça peut être également, on peut réfléchir à d'autres petits services. On pense beaucoup aux coachs de conduite chez les assureurs, où on utilise des boîtiers télématiques. Bon, l'assurance, avec l'assurance télématique comportementale, est un sujet qui est un peu touchy et aujourd'hui personne n'a vraiment encore réussi à tirer son épingle du jeu. Néanmoins, on peut imaginer qu'en installant des boîtiers télématiques ou en s'appuyant sur les smartphones des assurés, on puisse leur faire du coaching de conduite ou leur proposer une certification bon conducteur. Ça demande à faire un scoring que l'on peut du coup faire directement dans le cloud personnel de l'assuré, plutôt que d'avoir à récupérer l'ensemble de ses informations de conduite. On n'a pas besoin d'avoir l'ensemble de ses informations de conduite pour faire ce scoring, il peut être fait directement chez l'individu. Nous, on récupère juste une note qu'on peut utiliser pour faire du coaching ou derrière pour offrir une certification pour un service de covoiturage, par exemple. Je termine donc sur un peu la vision numérique de la Maïf, c'est de passer du tiers de confiance à un leader de confiance qui devient du coup distribué grâce à des systèmes comme les PIMS ou la blockchain. En contrepoint des GAFA et de leur démarche centralisatrice. Je vous remercie.